En effet, je suis doctorante de PJV et ce que je vais vous présenter fait partie de ma thèse. C'est une des parties qui m'impressionne beaucoup en ce sens que c'est d'actualité. Alors, il s'agit de l'accaparement de terres en Afrique. C'est une étude des cas à Mananara Nord, région d'Anavanzo. Vous voyez quelques photos que j'ai prises pendant mon aventure, pendant mon terrain de thèse, des petits commerçants avec leurs petites marchandises au niveau du marché, et puis une rizière, une petite fille pendant la boisson et l'épicerie à la fin de la chaîne agricole, si on peut le dire. Alors, Madagascar, c'est une île qui se situe dans la partie sud-ouest de l'océan Indien, avec une superficie de 487 401 km². Vous voyez ici dans le rond rouge. Et une longueur de 1600 km avec une largeur de 600 km. En gros, c'est à peu près une fois et demie du territoire de la France métropole. Alors, cette île est divisée en 22 régions qui regroupent chacune des districts. Eux-mêmes sont constitués en communes et avec une population à peu près 22 millions selon la statistique de 2013. Et son peuplement a une grande diversité d'origines différentes, dont l'Afrique, l'Indonésie, Chine, même l'Europe. Les principales langues à Madagascar, c'est le malagasy et le français. Ceci dit, au monde rural, peu de gens parlent en fait le français, mais ils identifient ce que c'est le français quand on parle. Ils savent que c'est du français. Au niveau du développement, l'IDH de 2012 montre un taux très faible. Selon PNUD, c'est de 0,483, ce qui donne la catégorie de pays faible pour Madagascar et ça place Madagascar au 151e rang sur 187 pays. Madagascar a connu aussi deux crises sociopolitiques en 2002 et en 2009 et cela a affecté la situation socio-économique du pays. Alors, Madagascar, donc c'est mon pays d'origine. La région qui se situe au nord-est de Madagascar est donc mon terrain de thèse. Je me suis intéressée sur deux districts, l'université de Mananara Nord, mais aujourd'hui je vais vous parler de Mananara Nord sur la flèche rouge. Vous voyez les deux drapeaux bleus, en fait, il s'agit d'une carte que j'ai empruntée auprès des AGETIPA. C'est une agence d'exécution d'intérêt public. Les deux drapeaux consistent en l'éducation pour tous. Donc Madagascar, depuis 2007, ont activement effectué des campagnes de l'école primaire et de la rendre obligatoire. En Avanzo, ça signifie champ des girofles, ce qui place Madagascar au second producteur mondial après l'Indonésie, précédant Zanzibar et Tanzanie, Brésil et Comores. Alors, l'accaparement de terre. Je vais commencer par la définition et puis je vais vous présenter justement les problématiques que j'ai pu rencontrer. Quelques définitions ont été quand même présentées, mais j'ai avec quelques références, avec quelques associations de quelques définitions, j'ai pu constater que Peuple solidaire a marqué ma conviction en la matière. Il s'agit d'un contrat d'acquisition des terres à grande échelle, en gros à peu près 1000 hectares par des pays ou des institutions publiques ou privées, dans des pays hôtes où les populations locales occupantes n'ont pas été consultées. Alors, ces pays hôtes sont souvent à faiblesse du droit foncier, ce qui favorise justement le phénomène d'acquisition des surfaces des terres arables, et ce, à des fins de production d'exportation, et non pas du tout pour le marché local. Donc je vais vous parler un peu de la situation foncière malgache, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a abouti à ce genre
problème, je définis comme un problème l'accaparement de terre, en ce sens que l'objectif au départ était une question d'investissement en matière foncière et agricole et non ce genre de polémique. Alors, le gouvernement malgache s'est rendu compte que si les terres étaient attribuées aux propriétaires, cela enrichirait le trésor public par la vente, la location et imposition, donc les impôts fonciers. Or, le grand souci à Madagascar, c'est que les surfaces des terres sont peu recensées. Avec les 487 km², seulement un tiers, si je peux être optimiste, sont recensés par l'administration foncière. Et il y a un grand problème donc, en matière de gestion foncière, en ce sens que la gestion traditionnelle est encore la majorité dans toutes les communes malgaches. Alors, avec la réformulation des politiques publiques, les réformes foncières ont été donc mises en place, et ça a été une solution étatique prise en 2005, puis par la suite en 2007. Ça concerne justement d'augmenter la vie des populations par rapport à la réduction de la pauvreté. Et puis pour l'État, pour le gouvernement, c'est aussi augmenter son propre revenu, les trésors publics. Donc deux réformes. Alors, ces deux réformes consistent en primo, donc la première réforme consiste en reconnaissance des droits coutumiers, c'est-à-dire que les occupants traditionnellement occupant les terres vont être reconnus par l'institution appelée guichet foncier, j'ai l'IGF ici pour raccourcir les textes. Mais en même temps, il fallait aussi adapter la gestion foncière par rapport à l'accueil des investisseurs privés nationaux. La plupart, ce sont des investisseurs étrangers qui ont été bien répertoriés. Et donc, par rapport à tout ceci, donc, ça a entamé la réforme foncière, donc a été entamée en 2005, mais c'est mis en place petit à petit lentement avec les aides des bailleurs de fonds internationaux, dont l'Union européenne et puis les Américains. Alors, la région d'Analandsrouf, donc la nord-est de Madagascar, est en pleine transition, c'est-à-dire qu'il y a une partie des communes qui sont déjà équipées de guichets fonciers qui actionnent cette réforme foncière, mais d'autres restent encore dans ce qu'on appelle la gestion traditionnelle, qui est justement, c'est les chefs coutumiers, qui est leur archive ambulante, si on peut l'appeler comme ça, comme la tenue foncière habituelle. Et cela donne justement le menace de ce qu'on appelle l'objet de accaparement de terre, en ce sens que la plupart des terres sont déclarées officiellement disponibles auprès de l'administration foncière, sauf que à cause de l'augmentation de la population, en pratique, ces terres-là sont occupées par des paysans locaux. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon nombre des communes ne sont pas encore occupées des guichets fonciers, donc incapables de gérer la formulation, la formation des demandes des déclarants, des occupants. Donc, la problématique, c'est que les usagers, c'est-à-dire les occupants habituels depuis des décennies, ils ne peuvent pas faire valoir leur possession, c'est-à-dire la possession des terres. Ces terres-là ont été transférées de main à main, sans document officiel, pour prouver que ça leur appartient. Et donc, mon questionnement dans cette partie de ma thèse pour ce jour, c'est quelles sont les origines d'accaparement de terre. En gros, j'ai un peu expliqué au début. Et quels sont les liens entre cet accaparement de terre et la vie paysanne, dans mon terrain, évidemment. Alors, comment j'ai effectué mon terrain? Tout d'abord, j'ai choisi Mananara Nord, la région d'Analandsrouf. Ça a commencé par des questionnements de mes ancêtres. À chaque fois qu'on me demande d'où tu viens, qui sont tes ancêtres, parce qu'entre malgaches, quand on se croise, c'est toujours son petit CV qu'on montre. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où?
Et j'ai jamais réussi à répondre d'où je viens. Je pensais que je viens de là où je suis née. Là, je parle de Madagascar à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et je me suis posé la question, je suis allée, j'ai eu donc des données, on voit, je viens de cette région, mon ancêtre. Et une fois arrivé là-bas, j'ai remarqué donc les problèmes fonciers mis en place, même mon propre terrain, donc mon héritage. Je ne savais pas quelle parcelle, combien, où est-ce qu'il y en a, est-ce que j'ai droit dessus, je ne savais pas. Et donc tout a commencé comme ça. Donc j'ai effectué mon 2A, encore à Madagascar, et puis une fois arrivé en France, l'ambition de continuer donc, en matière foncière était là, et grâce à mes directeurs et l'UPJV, donc j'ai pu continuer et réaliser ma thèse. Donc j'ai effectué des enquêtes et des entretiens auprès de 110 ménages pendant 3 mois, c'était en 2012, et j'ai choisi 3 communes dans le district de Mananara Nord. Ces 3 communes-là sont très reconnues en matière de production de rente et de produits vivriers, c'est-à-dire que la consommation et l'exportation des litchis, des girofles, vanille sont concentrées dans ces 3 communes-là à Mananara Nord. Les origines d'accaparement de terre, donc, j'ai décelé 3 origines, 3 causes. Tout d'abord, l'absence de compétences foncières communales, justement dans ce district-là, comme je l'ai déjà exposé tout à l'heure, ils n'ont pas encore bénéficié de la mise en place des guichets fonciers. Et il y a plusieurs raisons que je ne vais pas trop étaler ici, vu que le fait était là, il n'y a pas de guichet foncier. Et c'est surtout que le grand problème se base sur quelles sont les terres privées non titrées occupées qui sont censées à être officialisées auprès de la commune, mais en même temps, quels sont les domaines de l'État qui lui appartiennent. Deuxième chose, c'est que certains terrains sont sans papier et donc on est dans le sentiment d'insécurité en matière de possession, vu que finalement, du jour au lendemain, on peut se faire expulser de l'occupation en question. Et puis, peu de gens connaissent leurs droits sur les terres. Comme moi, je ne connais pas quelles sont mes terres, alors que je suis censée avoir le droit dessus. Donc, on va voir ce que c'est la compétence communale qui n'existe pas. Donc, ça se passe comment? Si on remonte dans l'histoire, c'est que en Madagascar, en matière d'immatriculation, c'est un principe datant d'avant 2005, c'est-à-dire qui date avant la réforme foncière. Tout terrain non immatriculé, non cadastré, appartenait à l'État. Donc, du moment qu'il n'y a pas de papier dessus, c'est censé être à l'État. Mais ce principe-là a été annulé, vu que finalement les terres non cadastrées, non immatriculées sont occupées par des populations qui n'ont pas leurs documents officiels. Et ça a été remplacé donc par la présomption des propriétés privées, c'est-à-dire que quand on occupe un terrain, on est censé être le propriétaire, mais pour que ça soit officialisé, il faut aller auprès de l'administration, qui est censée être la commune, qui n'a pas justement cette institution-là. Et cela constitue une brèche, parce qu'il n'y a pas de temps, on n'avait pas le moyen, la commune n'a pas la possibilité d'officialiser justement cette occupation. Et voilà, donc là c'est une première cause. Et puis par rapport à ça, donc l'État, c'est-à-dire le gouvernement, le représentant de l'État qui se trouve en place, sur place à Mananara Nord, dans la commune en question, en utilisant son pouvoir exécutif dominant, je vais procéder à la récupération de cette terre, vu que le principe que c'est censé être à l'État, donc je peux le récupérer. Donc voilà donc un cas où les terrains sont déjà occupés, mais finalement peuvent être récupérés par l'État. Deuxième cause, donc, les terrains sans papier et l'occupant a le sentiment d'insécurité.
On sait donc que les transferts de terres dans le monde rural malgache, même dans le monde urbain, les terres sont transférées de main à main, sans aucun document, ni recensement auprès de la circonscription domaniale foncière. Et aussi, sinon, il y a des petits papiers qui sont utilisés, c'est-à-dire que les petits papiers, là, ce sont des actes sous seing privé, si je peux me permettre d'utiliser un terme juridique, où seuls les contractants signent dessus, prouvant que oui, je te l'ai transmis, c'est à toi maintenant la terre. Mais les voisins, l'administration, ne sont pas au courant, c'est-à-dire que ce papier-là est opposable. Donc, ça ne vaut qu'entre les deux parties. Et justement, ça donne aussi un profit pour l'État, pour sa mainmise sur les terres concernées et pour faire valoir encore une fois la domanialité de l'État afin de procéder au contrôle des terrains. Et puis la troisième chose, la troisième origine, donc c'est la méconnaissance de la loi sur les terres. Comme je les ai exposés tout à l'heure, moi-même, je suis censée connaître quelles sont mes terres, où se trouvent-elles. Mais sauf que, comme ça a été géré par la coutume, mais en même temps, il y a les niveaux d'instruction de la population, ça donne encore une autre cause, un autre problème qui empêche justement la population à connaître les textes de loi qui sont censés être toujours à jour depuis déjà un siècle. Et cela donne donc une faille pour les investisseurs privés arrivés sur place, même nationaux, pour acquérir des terres. Troisième chose, donc je vais vous exposer aussi les stratégies des investisseurs qui sont arrivés sur place, avec qui j'ai eu beaucoup de dialogues, des discussions et surtout leur inquiétude aussi, parce que finalement, eux aussi, ils sont là, ils ont leurs papiers, ils ont leurs documents invoquant qu'à tel endroit, il y a des terres disponibles que vous pouvez exploiter. Donc, arriver sur place avec tous ces problèmes-là, ils ont aussi des grands soucis. Et j'ai pu obtenir trois sortes de stratégies d'installation. Premièrement, c'est la négociation préalable d'acquisition des terres auprès de la population locale, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas y accéder directement, donc ils viennent, ils discutent avec la population. Vous êtes donc sur telle terre, vous savez que nous avons des documents qui nous autorisent à y être dessus, donc comment ça va se passer, et tout ça, et parfois même avec des intimidations, ça donne un peu de menace pour la population, donc c'est une des stratégies qui a marché. Et puis certains qui sont déjà habitués à la matière, ils ont leur permis d'exploration minière, parce que la région de Tanaradzourouf, elle est aussi riche en matière minière dans le quartz. D'ailleurs, je vais vous exposer un peu plus bas. Ils arrivent donc sur le terrain en donnant leur permis d'exploration, mais au final, c'est devenu une installation pour d'autres cultures, comme quoi ce sont des cultures d'essai et d'expérimentation pour voir si la terre est bonne, pour voir si tout fonctionne normalement, et surtout qui va s'opposer à leur installation. Donc un profit sur profit. Et puis, troisièmement, installation par concubinage ou par convention contournée avec la population. Concubinage, donc d'habitude, ce sont des retraités de l'Europe. Donc, en gros, ce sont des messieurs qui arrivent à Madagascar. Au cas où, donc, dans la salle, quelqu'un qui veut s'investir, voilà les trois stratégies à adopter pour pouvoir s'investir finalement. Et donc, d'où viennent donc justement ces investisseurs? J'ai pu répertorier les investisseurs étrangers, c'est-à-dire d'origine hors malgache, mais les nationaux, je n'ai pas pu, parce qu'ils se déplacent, ils peuvent y être, sans mentionner leur stratégie. Par contre, les étrangers, ils sont reconnaissables, surtout s'ils viennent de l'Europe, parce que s'ils viennent de l'Asie, on ne peut pas trop reconnaître vu que la région est aussi une région
qui abrite beaucoup des Asiatiques, en l'occurrence des Chinois. Tous les commerçants, la plupart des commerçants de cette région sont des Chinois. Et donc j'ai pu donc rencontrer ces investisseurs-là. Il y en a qui acceptent de donner leur origine, d'autres pas, mais ça se voit qu'ils étaient de l'Europe. Hein, quand on entend l'accent, parfois on sait que c'est de l'allemand ou de telle nationalité. Et puis il y a quand même un petit souci de statut que j'ai pu déceler parce que il y a des vrais investisseurs. Ils m'ont montré leurs documents. Voilà, j'ai fait telle démarche auprès de telle institution, telle administration. Voilà la signature de telle ou telle. Mais au final, je ne peux pas m'installer. Finalement, les terres, il y a des maisons dessus. Il y a des habitations. Je ne peux pas trop m'aventurer là-dedans. Et puis, il y en a quand même que j'ai qualifié des faux investisseurs parce que ce sont des touristes qui arrivent à Madagascar, peut-être justement encore en utilisant les stratégies par rapport au concubinage, ou bien de l'amitié, tout ça. Ils sont là au visa de 90 jours, excusez-moi. Après, au final, ils s'aperçoivent que là, il y a une entrée, je saisis. Et c'est après qu'ils reviennent sur Tananarive, qui est la capitale de Madagascar, pour procéder à la procédure formelle. Et donc, comme vous voyez sur le tableau, de l'Union européenne, donc 40%, que j'ai pu bien reconnaître par rapport à mes entretiens. Et puis, les Malgaches, en fait, appellent les Européens comme, en gros, Vaza. Vaza, ça veut dire étranger blanc. Donc dès qu'on est blanc, ça y est, on est Vaza. Et puis, 30% donc de l'Asie, parce qu'au final, j'ai pu quand même intégrer la communauté chinoise où j'ai pu voir, voilà, tu viens d'arriver, parce que les Chinois, ils arrivent vite à parler le malgache. Et tous ceux qui ne parlent pas malgache, j'en ai conclu que, ils viennent d'arriver. 15% de l'Inde, et puis 5% de Moyen-Orient. Malgré tout ça, même s'il y a des difficultés, des stratégies un peu hasardeuses et tout ça, il y a quand même des sociétés qui ont pu s'installer. Il y en a 2 qui ont accepté de m'accueillir. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises chez eux. Et donc la première société, c'est la société suisse des Premium Spices. Elle a fait un contrat avec l'association des planteurs des vanilles. Ces produits sont donc ces produits d'exportation. Et c'est facile pour cette société de s'installer vu que les prix sont, comment dire ça, formulés par le gouvernement. C'est le gouvernement qui donne le prix de campagne, la période de la campagne de vanille. Donc pour cette société, il n'y a pas de problème. Elle embauche, elle recrute donc des ruraux, surtout des femmes, vu que les main-d'œuvre, c'est surtout les femmes qui sont encouragées. Et ce que j'ai trouvé aussi, qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les cultures doivent suivre la méthode, si on peut dire, moderne, bio déjà. Et puis, une formation a été dispensée aux planteurs. Donc, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et puis, la deuxième société, c'est une société qui ne voulait pas donner son nom, vu qu'il était encore, le gérant était en démarche de l'installation et tout ça. Mais les contrats avec la population ont été déjà prononcés. C'est une société indo-philippine, un couple qui vient monsieur vient de l'Inde et madame de Philippines. Donc, et ils ont donc bâti une société de l'extraction minière et en même temps agricole. Alors, il s'agit de l'extraction de quartz, donc location des terres durant 1 an renouvelable. D'ailleurs, après quelques contacts avec les quelques habitants, j'ai pu voir que ça a été renouvelé. D'ailleurs, un des membres de famille a donné justement son accord par rapport aux parcelles des terres. Sauf que je n'ai pas vu les documents de contrat, parce que d'après ce que j'ai compris,
tas de parcelles de terre ont été offertes en location à cette société. Le contrat consiste en consommation et gardiennage, c'est-à-dire que la terre en question n'est pas louée, mais seulement ils sont salariés en tant que gardiens de leur propre terrain, c'est très amusant, et en même temps ils peuvent consommer, donc prendre quelques cannes à sucre à transformer en sucre au final. Alors, moi, ce que j'ai aperçu, c'est qu'il y a une forme de cohabitation, mais ça transforme les habitants locaux. Il y a un apprentissage de l'agriculture moderne. Il y a en même temps cette adaptation par rapport au comportement des calendriers agricoles. Et moi, je me suis posé question qu'à un moment donné, la technique traditionnelle va disparaître. Comme vous voyez sur la photo, là, c'est les cultures sur brûlis, c'est la préparation de terre. Il n'y a pas de jachère, en fait, en gros, à Madagascar. On brûle et puis on essaie d'aménager un peu, et puis on recommence la culture. Comme vous voyez, les arbres sont bien brûlés, tout ça, pour démarrer la culture suivante. Alors, pourquoi alors j'ai annoncé accaparement de terre au début? Où est-ce qu'il y a des sentiments d'accaparement de terre? Alors, pour moi, c'est un accaparement des avantages, c'est-à-dire les avantages sur les terres sont accaparés par les personnes qui utilisent les terres. Et ce qui se passe, c'est que finalement, ceux qui sont déjà sur place, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas avoir les terres, ils ne peuvent pas expulser ces habitants-là. Ce qui leur importe, c'est la production. Ils recherchent une production. Alors, les paysans donc restent sur les terres et puis ils doivent accepter la méthode, ils doivent accepter les prix, ils doivent accepter les volumes demandés par les investisseurs sur place, que ce soit nationaux et étrangers. Alors, cela donne donc un changement, c'est sûr, mais un changement d'attitude. Les paysans donc ont tendance à laisser leur production quotidienne, ça peut être leur consommation, ça peut être leur petit marché habituel, et ils répondent justement aux demandes des investisseurs pour l'exportation. Ça peut être des cannes à sucre à exporter qui remplacent justement la production de riz, parce qu'on peut cultiver aussi les cannes à sucre sur les rizières. Donc, en gros, c'est à peu près ça, donc il ne me reste pas beaucoup de temps. J'avance un peu, donc voilà quelques impacts. Et en conclusion, j'ai pu tirer que la porte de démondialisation est ouverte aux ruraux de Mananara Nord, mais ils ne sont pas en mesure de répondre à l'exigence de cette ouverture. J'ai pu aussi soulever lors de mon terrain qu'il y a des superpositions des droits des investisseurs sur des terres par rapport aux paysans. Mais le souci, c'est que le statut des terres est obsolète et nébuleux. Alors, pour aller un peu plus vite, un des éléments solutions que j'ai pu retenir, c'est qu'il faut du temps pour ces ruraux-là à s'adapter à cette comment on appelle ça, mondialisation, à cette ouverture d'offres et de la demande au niveau international. Et surtout que cette gestion coutumière doit être vraiment remplacée par la gestion moderne afin de répondre aux demandes des investisseurs en matière de terre. Donc quelques photos que j'ai prises sur l'avion, donc là avant l'arrivée, arrivée à Mananara Nord, la société en question, Premium Spices, donc voilà les vanilles, champs de vanillés, les gousses de vanille récoltées, elles n'ont pas encore de parfum, c'est juste que c'est récolté. Voilà donc le chaudage des gousses de vanille, ça donne à peu près 3 minutes dans l'eau bouillante de 60 à 65 degrés C.
Puis moi, donc là, je suis avec un des techniciens, et tu vas de couche de vanille. Et puis, voilà les séchages au soleil pendant 3 mois, mais seulement le matin, parce que l'après-midi, parfois, il pleut. Puis j'ai aussi visité un alambic distillation de l'essence de girofle dans la commune d'Arnout-Voigny. Et voilà le pressoir de canne à sucre que j'ai pu visiter. Donc, chères mesdames et messieurs, si vous venez à Madagascar, vous n'aurez pas d'hypoglycémie parce que le sucre, on sait en faire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas précis, peut-être l'accaparement des terres dans votre région de Madagascar? Oui. Je voudrais savoir si cet accaparement de terres a eu pour conséquence une fixation de la population et une limitation de la pauvreté, ou au contraire à une aggravation de l'exode rural, sur le cas même que vous avez étudié. Je vous remercie, madame. Sur ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que la population, au contraire, elle s'est basée sur sa défense. Comment je vais protéger mes terres puisqu'ils sont de retour? Voilà le vrai terme utilisé. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ça a plutôt encouragé la population à planter, à mettre des piquets de protection et même à produire, qui imitent les autres, à cultiver, à utiliser leurs champs. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais par rapport à l'exode rural, non, ça n'a pas changé. L'exode rural est toujours là, mais parfois favorisé par d'autres raisons. Une autre question peut-être? Difficile. J'ai pas bien entendu la question. D'accord. Vous avez dit que vous étiez plein d'un terrain, un héritage. Vous ne le saviez pas. Ce terrain, qui est-ce qui l'occupait en attendant? Justement, quand j'ai fait les recherches, j'ai pu voir que c'est censé être à moi, mais il n'y a pas de document. Et donc, ceux qui occupent, ce sont les cousins de mes ancêtres, non, des descendants des grands-parents. Mais au final, je ne vais pas m'aventurer au sens de les récupérer, vu que c'est déjà occupé. Excusez-moi, madame, j'ai... Donc là, au sein de la famille, il y a eu des personnes qui ont accaparé des terres qui ne reviendront plus alors. Effectivement, l'accaparement de terres ne concerne pas seulement l'arrivée des étrangers. À l'intérieur même de Madagascar, il y a déjà un souci, une problématique non résolue, d'où les transferts de main en main. Là, parfois, on ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'est par rapport à l'héritage ou c'est juste des dons, vu que Madagascar est dans cette attitude de l'entraide depuis des décennies. Et donc, l'accaparement de terres ne concerne pas seulement les étrangers. Au contraire, ce sont des étrangers qui ont parfois des soucis à s'installer, et les nationaux, oui, ils peuvent. Ils arrivent. Oui, dans la partie sud, là c'est en dehors de mon terrain, dans la partie sud de Madagascar, il y a des grandes sociétés qui s'appellent Tosi Green. Vous pouvez même voir la polémique dessus sur Internet qui a pu s'installer. La polémique continue, le problème de bataille entre les habitants et cette société continue toujours. Et il y en a d'autres qui sont cachés, qui ne sont pas déballés sur le plan international, mais il y en a. Ce que je trouve intéressant et important, ce que vous venez de dire, c'est de rappeler qu'il y a énormément d'acteurs nationaux
et que ce débat qui est extrêmement politique à l'échelle internationale est plus complexe qu'il n'en a l'air, parce que ce n'est pas seulement un rapport nord-sud, c'est pas seulement non plus un rapport grandes entreprises, y compris du sud, comme l'exemple que vous écrivez de la vie indienne, qui est une entreprise indienne, c'est pas seulement un rapport purement capitaliste ou d'analyse tiers-mondiste, et c'est aussi un rapport justement national avec des rapports sociaux très très complexes et difficiles. Alors justement, la question que je voulais vous poser, c'est les nationaux, on comprend bien comment ils ont accès à ces terres, est-ce qu'ils sont de la région notamment, par exemple, au sens large. Alors les étrangers, parce que ce que vous n'avez pas dit, donc c'est le sens de ma question, c'est que c'est une région qui est très peu accessible par la route, voilà, qui est extrêmement enclavée, contrairement à ce dont on a l'impression dans la carte, parce que c'est une région littorale. Voilà. Mais alors, je voulais savoir comment les étrangers que vous avez rencontrés sont arrivés à la LNC-Group. Est-ce qu'ils ont été orientés par le pouvoir central avec ce bureau d'attraction des investissements étrangers, dont on sont dotés beaucoup d'États africains dans les années 2000 ou bien, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, moi, sur Internet des informations sur la région? Pourquoi cette région alors que d'autres sont bien plus accessibles géographiquement? Savoir pourquoi cette région en particulier. Alors, déjà, au départ, c'est une région très arrosée, donc très productrice en matière agricole, mais l'accès de ces étrangers, d'abord, c'est de bouche à l'oreille. Il y en a qui ont pu avoir quelque chose, mais en partenariat des ONG, la France surtout aime beaucoup cette région parce que justement c'est un site touristique agréable, mais en même temps des relations est toujours là. Les descendants des anciens colons sont encore sur place avec lesquels la France, donc les aventuriers, on va dire ça entre guillemets, qui sont intéressés par cette région. Et je rappelle aussi que si on l'appelle Analandrouf, c'est-à-dire champ des girofles, c'est grâce aux Européens qui se sont installés pendant la colonisation qui a apporté justement la culture des girofles de vanille. Ce n'était pas typiquement malgache, ça a été apporté par... Juste une toute petite question, donc annexe, est-ce que vous venez dire, notamment pour la vanille, comment elle est évacuée aussi par bateau Par bateau, oui, par bateau, mais pour... Entre Tamatave, c'est-à-dire le central de cette région, et Analandrouf, c'est 250 km et je l'ai fait en 4 jours. Et c'était pendant la saison sèche. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon, eh bien, pour ce matin, ce sera terminé. Je voulais remercier encore les deux conférenciers.